Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Breaking News sponsorisé comme d'habitude par Zack Snyder, parce qu'on commence par Justice League. Alors, c'est pas la peine de courir et de nous insulter, je suis pas là du tout pour vous dire ce qu'on en a pensé, on va parler de business et de vente parce que c'est tout aussi intéressant, surtout pour un projet aussi incroyable et unique. La Warner a annoncé fièrement, et ils peuvent, que 100 000 achats dématérialisés avaient été faits depuis le 18 mars en France. C'est un très gros chiffre, le film il coûte 13,99 € à l'unité, ça fait donc en gros plus cher qu'une place de cinéma classique, et ça fait 1,4 million d'euros encaissés depuis une semaine environ. À titre de comparaison, on peut regarder Avatar. Quand le film réalisé par James Cameron il est sorti en DVD Blu-ray en 2010, en l'espace de 1 ou 2 journées, se sont écoulés 400 000 DVD et 100 000 Blu-ray. 100 000 Blu-ray d'Avatar en une journée, 100 000 achats dématérialisés de Justice League en une semaine, ça fait quand même un point de comparaison qui permet de voir à quel point c'est un succès en France. Et pourquoi ce succès il est intéressant? Déjà parce que le marché du DVD et du Blu-ray, il va pas bien et il va pas beaucoup mieux qu'ailleurs en France. Entre 2010 et entre 2020, on voit une chute de plus de 50% des ventes. Chaque année, les chiffres y baissent un peu plus, alors que le prix des DVD et des Blu-ray augmente. La VOD et surtout la SVOD, ça a été des coups durs. Certains pourraient se dire pourquoi acheter un film qu'on a aimé en salle si quelques années après il se retrouve sur Netflix, sur Disney+, ou sur Amazon. Pourquoi on achèterait un film culte qu'on adore alors qu'il est sûrement déjà ou sera un jour dans le catalogue d'une plateforme de SVOD à laquelle on est abonné. Bref, toutes ces questions font qu'aujourd'hui le marché de la vidéo est plus que jamais en danger et c'est pour ça que Justice League c'est un signal très fort et ça montre qu'il y a un marché, qu'il y a des possibilités légalement. C'est ça qui est très important dans cette histoire, c'est l'achat légal et l'envie d'un certain public d'accéder à ce genre de film en payant. C'est une résistance pour beaucoup de fans face au téléchargement illégal, mais aussi face à la stratégie de Warner. C'est vraiment un geste de soutien envers le projet de Zack Snyder. Et on peut déjà voir que le hashtag Restore the Snyderverse, avec plus d'1 million de tweets déjà, montre à quel point il y a un mouvement massif qui va bien au-delà de l'achat du film. C'est vraiment donner son argent pour que ce projet auquel tant de gens tiennent puisse continuer, en tout cas puisse exister aujourd'hui avec le Snyder Cut sous la forme initiale. Côté USA, les enjeux sont un peu différents puisque c'est surtout centré sur la SVOD. Le Snyder Cut est arrivé sur HBO Max et donc l'enjeu primordial de Warner Bros, ce sont les abonnements. Là, on entre dans le jeu des estimations puisqu'encore une fois, il n'y a pas de chiffre officiel. La bataille, en tout cas l'estimation s'est jouée autour de la bataille entre le démarrage de Justice League Snyder Cut et de Wonder Woman 1984 qui était sorti en décembre. Là, il y a des signaux contradictoires. D'un côté, Samba TV qui est donc un outil de tracking. On prend ça comme on peut, c'est en tout cas à prendre avec des pincettes, annonce que Justice League a fait moins bien que Wonder Woman. Ils disent qu'en comptant tous ceux qui ont regardé au moins 5 minutes, qui est une méthode de comptage que Netflix utilise, donc maintenant qui est assez débile mais assez universelle, il y a 1,8 million de visionnages de spectateurs pour Justice League contre 2,2 pour Wonder Woman. Mais une autre estimation du côté de TV Time dit que c'est le contraire. 35% de spectateurs en plus sur Justice League par rapport à Wonder Woman. Bref, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. En tout cas, il y a clairement, de toute évidence, un mouvement, une excitation aussi du côté des États-Unis pour ce film. Et ça montre encore une fois que la SVOD, c'est très chiant pour nous, c'est très chiant pour tout le monde, pour analyser, pour savoir à quel point vraiment un film est réceptionné, puisque contrairement au box-office, tout ça, c'est quand même bien gardé par les studios. Le film Justice League en version Snyder Cut, il sera disponible le 31 mars en DVD, Blu-ray, combo, 4K, UHD, Blu-ray, en steelbook, lecteur noir et blanc, couleur, peu importe. Donc sa carrière n'est pas du tout terminée, ça va continuer, il y aura des beaux objets collector, enfin beaux, je sais pas si c'est beau, mais en tout cas l'objet collector arrive. La carrière du film n'est pas finie. On ne sait pas s'il y aura de suite, on ne sait pas à quel point il y aura une révolution pour que ça continue, mais en tout cas la carrière d'un point de vue business de Justice League est loin d'être terminée. 3-4 ans après le désastre qu'il y a eu en salle avec la version chapeautée par Warner Bros et Joss Whedon. On reste dans le périmètre de DC, Warner et des super-héros avec des news casting dans les prochains films du DCEU, je ne sais plus si on dit encore ça, en tout cas de l'univers étendu, plus ou moins étendu de DC. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont avec un acteur et une actrice assez prestigieux. Alors c'est pas la première fois que du côté des super-héros, on a des acteurs de renom qui se prêtent au jeu. Du côté de Marvel, on peut citer Robert Redford, Glenn Close, Anthony Hopkins, Kurt Russell, Michelle Pfeiffer. Du côté de DC, on a eu aussi Kevin Costner, Russell Crowe, Nicole Kidman. Et là, c'est au tour de Helen Mirren et Pierce Brosnan. Alors, on commence par Helen Mirren.
parce qu'elle est trop bien. Donc on commence par Helen Mirren, qui est a priori la grande méchante de Shazam 2, qui est sous-titrée Fury of the Gods. Une queen pour jouer une déesse, elle sera Hespera, la fille du dieu Atlas. C'est un personnage original qui ne vient pas des comics, sauf si elle a changé de nom. En tout cas, dans les comics, Atlas apparaît, mais pas sa fille. Et Atlas, c'est un personnage qui est plutôt ambigu, entre gentil et méchant, qui est surpuissant, mais qui est au-delà de la simple opposition et de l'antagoniste. On peut donc espérer que Hespera, bon, j'avais pas mal, qu'on peut donc espérer que Hespera sera un peu de cet acabit et ne sera pas juste une simple méchante qui sera là pour un one-shot. Elle aura une sœur qui sera incarnée par Rachel Zegler, on ne connaît pas encore son nom et je ne sais pas encore le prononcer, mais elle sera bientôt à l'affiche de West Side Story, réalisé par Steven Spielberg, donc a priori son nom sera très facilement reconnaissable dans les prochaines années. Du côté de Pierce Brosnan, c'est dans le film Black Adam, c'est un rôle pour le coup qui est très connu, c'est Kent Nelson alias Dr. Fate. C'est un personnage très connu des comics DC. C'est un des plus grands magiciens, des plus puissants magiciens de DC, un des membres fondateurs de la Société de Justice d'Amérique. C'est en gros Justice League avant l'heure, et c'est normal puisque le film il avait déjà casté d'autres membres de cette ligue, Hawkman, Cyclone et Atom Smasher. Oui, c'est un nom de super-héros. Cool. Ouais, Atom Smasher, c'est pas mal quand même. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux castings sont tombés en l'espace de quelques jours et en fait, c'est assez relié. Shazam et Black Adam sont censés se croiser à un moment ou à un autre. Dans les comics, ce sont des ennemis jurés qui deviennent plus ou moins copains par la suite. On voit donc à un moment ou à un autre, il y aura du teasing, soit dans Shazam 2, soit dans Black Adam, soit dans Shazam 3, ou peu importe. Shazam 2 est réalisé par David F. Sandberg comme le premier volet, et Black Adam par Jaume Collet Serra, oui c'est chiant à dire en vidéo, le réalisateur de La Maison de Cire, Instinct de survie, et le prochain Jungle Cruise, qui est un blockbuster de Disney qui sortira dans quelques mois, qui devait sortir l'année dernière. N'oublions pas que Black Adam, c'est un véhicule pour la star Dwayne Johnson alias The Rock, puisqu'il est acteur et producteur, donc on peut attendre un gros truc avec ce film-là, et ils ont visiblement envie d'ouvrir à fond l'univers, le grand univers d'ici du côté de ces super-héros. On peut aussi citer que du côté du casting de DC, le papa de Flash, le super-héros qu'on a vu dans Justice League et le Snyder Cut donc, sera incarné par un autre acteur dans son film solo. Billy Crudup, il incarnait le papa de Flash dans Justice League et Snyder Cut donc, mais comme le tournage du film a été repoussé environ 32 fois, il est plus dispo puisqu'il est en train de préparer la saison 2 de The Morning Show, la série de Apple TV, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Il sera donc remplacé par Ron Livingston, et le film est toujours censé sortir aux dernières nouvelles en novembre 2022. Troisième sujet, on va rester encore une fois, désolé, dans le business et dans les super-héros, mais du côté de Disney cette fois. C'est l'histoire sans fin, vous êtes habitués maintenant que vous connaissez la routine. Les sorties décalées, la stratégie SVOD, les coups de gueule et les prédictions et les craintes de tous les médias et le public. Ça commence avec Black Widow, donc le prochain film du MCU porté par Scarlett Johansson. Il devait sortir en mai 2020, puis en novembre 2020, puis en mai 2021. Maintenant, ce sera en juillet 2021. Mais le plus intéressant, le plus intriguant, c'est la sortie simultanée à la fois sur Disney+ et au cinéma aux États-Unis. C'est un modèle qu'on connaît, sur lequel pas mal de gens ont ragé l'année dernière parce que c'est le modèle de Mulan, c'est ce qu'on appelle le Premium SVOD. C'est-à-dire que pour voir Mulan ou Black Widow, il faut être non seulement abonné à Disney+, mais en plus payer un tarif supplémentaire pour avoir accès à ce privilège. Et c'est à hauteur de 30 $ aux États-Unis, a priori, ce sera pareil pour Black Widow. Alors si on essaie de faire un petit dézoom, j'aime beaucoup ce mot, Mulan, quand ça a été annoncé en Premium SVOD et donc que la sortie salle a été remise en question, c'était un scandale. Quand il n'y a pas eu de communication sur les chiffres exacts de cette sortie en Premium SVOD, on s'est tous dit que c'était un potentiel échec. Quand Soul, le dernier Pixar en date, est sorti sur Disney+, mais pas en Premium, on s'est tous dit que c'était une confirmation que cette stratégie de Premium SVOD n'était pas si tenable et pas si intelligente. Sauf que depuis, il y a eu Raya et le Dernier Dragon, qui est le dernier film d'animation Disney, en Premium lui aussi, et maintenant il y a Black Widow. Et Cruella prouve aussi, en sortant lui également en Premium SVOD, que visiblement c'est une stratégie qui paye, puisque ce film sur la grande méchante des 101 Dalmatiens incarnée par Emma Stone sortira sur le même modèle, c'est-à-dire que tous ces films-là, aux États-Unis, les gens devront les payer en plus d'être abonnés. Alors pourquoi Disney en arrive là? Déjà la première
La première raison, l'évidence, c'est que les cinémas sont encore fermés un peu partout, en partie aux États-Unis, entièrement en France, ça dépend un peu des territoires à travers le monde. Raya est le dernier dragon, il a fait moins de 30 millions au box-office domestique, c'est donc la preuve que le public est encore frileux, que l'habitude de revenir en salle n'est clairement pas là dans les salles qui sont réouvertes. Le business, il n'attend pas, il faut sortir ses films, donc Disney+, la SVOD, c'est donc la seule issue possible et en tout cas tenable actuellement. L'autre raison, c'est que Disney+, comme toutes ces plateformes de SVOD, ça a coûté des milliards, donc l'enjeu est énorme, il faut attirer des abonnés, la guerre se joue sur le nombre d'abonnés, face à Netflix notamment. Et comment attirer des abonnés mieux qu'avec un Marvel et d'autres gros films qui sont très attendus avec des promos, des stars, c'est pour ça que c'est évident. On peut détester Disney pour toutes ces raisons, mais en tout cas ça a du sens et le public a l'air de suivre et a l'air d'être satisfait en partie par cette stratégie. Le seul point de réelle colère là-dedans, c'est que Disney a privé de sortie cinéma et sortira exclusivement sur Disney+, le film d'animation Luca, comme Soul. C'est dommage car c'est un film intrigant. On en connaît peu en plus jusque-là, donc c'est pas comme Soul, c'est pas comme Raya le dernier dragon, c'est un film un peu moins évident. Ça raconte l'amitié entre deux garçons en Italie qui vont réaliser qu'ils sont tous les deux des monstres marins venus d'un autre monde. Et c'est pas du tout une allégorie de l'homosexualité et du coming out, et c'est pas du tout un film qui se passe en Italie comme Call Me By Your Name, donc c'est pas du tout une potentielle raison qui fait qu'il sort pas au cinéma. Pas du tout. En France, Cruella sortira a priori en mai au cinéma, Black Widow en juillet au cinéma, et Luca donc sur Disney+ en juin. Alors après, pour le côté un peu chiant et dont on arrête quasiment de parler tellement on en a ras-le-bol, l'effet domino a fait que le MCU est un peu décalé au-delà de Black Widow, Shang-Chi sortira en septembre. Il y a aussi Kingsman, première mission, qui sortira finalement en décembre. Il y a encore plein d'autres films qui sont décalés, mais bon, à ce stade, c'est tellement lointain et abstrait qu'on voit même plus la peine d'en parler, en tout cas pas là en vidéo, et en tout cas pas aujourd'hui, j'ai pas envie. On finit cette vidéo avec 3 recommandations qui sont un peu spéciales, parce que cette semaine, je vais les centrer sur 3 artistes qui sont morts, qui nous ont quittés dans ces derniers jours. Le premier, c'est Bertrand Tavernier, un grand cinéaste et cinéphile français. Je vais citer de lui un de ses films qui n'est pas les plus connus et les plus cités. Je vais dire que La mort en direct est le film qui m'a le plus marqué de Bertrand Tavernier. Il est moins connu, mais il m'a beaucoup marqué parce qu'il est assez inclassable et assez unique. C'est l'histoire d'une femme, incarnée par Romy Schneider, qui sait qu'elle va mourir d'une maladie incurable. Et c'est l'histoire de l'autre côté d'un homme, incarné par Harvey Keitel, qui lui a une caméra implantée dans la tête et qui va la filmer, qui va la suivre pour la filmer pour une télé-réalité. Le film est sorti en 1980, il est assez moderne avec toutes ces questions de télé-réalité et de curiosité malsaine. C'est un film profondément triste, mélancolique. C'est une association de talents en plus devant derrière la caméra qui est assez incroyable. C'est un film que je trouve inclassable, il est dispo un peu partout en VOD, je vous conseille d'y jeter un œil parce que c'est peut-être pas le plus connu et le plus aimé des films de Tavernier, mais moi je trouve qu'il est vraiment spécial dans sa filmographie et assez beau. Pour George Segal, l'acteur qui nous a quittés aussi cette semaine, je vais évidemment citer le film Qui a peur de Virginia Woolf. C'est un chef-d'œuvre, hein, je suis pas du tout le premier ni le dernier à le dire, réalisé par Mike Nichols, avec notamment Elizabeth Taylor et Richard Burton. C'est un huis clos cauchemardesque sur l'amour, sur le mariage et sur toute l'horreur qui se cache là-dedans. C'est la rencontre entre un vieux couple alcoolique désabusé et un jeune couple un peu plus naïf, un peu plus pur. C'est un peu un modèle du genre, donc si vous avez aimé des films comme Malcolm et Marie sur Netflix, Marriage Story sur Netflix aussi, Les Noces Rebelles, Closer, tous ces beaux films tristes et douloureux sur l'amour, je vous le conseille parce qu'en fait, tout ça doit en grande partie à Qui a peur de Virginia Woolf. Et enfin, hommage à l'actrice Jessica Walter qui nous a également quittés cette semaine. Je vais citer la série Arrested Development, évidemment. C'est une série géniale, déjà. Dedans, Jessica Walter, elle incarne la mère de famille complètement toxique, antipathique, sociopathe, absolument affreuse. Elle est horrible, mais elle est génialement horrible. Jessica Walter, dans Arrested Development, c'est une tonne de répliques et de scènes cultes. En 5 saisons, elle a donné tellement de scènes géniales. C'est un bâton de dynamique comique avec ses regards, avec ses silences. Elle a un sens du timing comique qui est absolument génial. La série sur Netflix, je vous conseille vivement d'y jeter un œil ou de la revoir parce qu'elle est absolument géniale dans cette série. Il y aura bien plus à dire sur ces 3 personnalités, mais j'espère que ça vous donnera envie de regarder un petit peu plus sur leur filmographie, notamment Bertrand Tavernier. Et dans ce Breaking News, il y a une chose dont je ne parle pas, c'est le trailer de The Suicide Squad réalisé par James Gunn qui va tomber. Il est peut-être en train de tomber actuellement, ou peut-être qu'il sera tombé le temps que vous regardiez la vidéo. Peu importe, en tout cas, il est là. On n'en parle pas dans cette vidéo, mais bon, tout le monde va en parler, et on en parlera largement assez sur le site, mais bon, jetez-y un œil, parce que ça va sûrement occuper Twitter, les réseaux sociaux, ce week-end. Sur ce,
Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne Écran Large, à nous dire dans les commentaires ce que vous aimez dans ces Breaking News, quel sujet on devrait aborder dans les autres sujets, parce qu'on essaie de faire d'autres trucs, notamment la vidéo que j'ai fait avec MJ Fermella cette semaine. Regardez-la parce qu'elle est pas mal. C'était l'instant promo. Salut!